Du coup, la première question était, on observe qu'une horloge dans un vaisseau spatial indique un temps égal à 3/5 de celui indiqué par une horloge située sur Terre. À quelle vitesse le vaisseau se déplace-t-il? En fait, on sait que quand un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, il y a ce qu'on appelle un effet de dilatation du temps. En fait, la dilatation, c'est quand le temps pour l'objet sera différent du temps sur Terre, en fait, d'un objet qui est immobile. Et donc c'est pour ça qu'on appelle une dilatation du temps. Et du coup, les coordonnées de position et ainsi de celles de temps sont changées et on appelle donc ça des coordonnées de Lorentz qu'on va calculer. Et donc le petit rappel, c'est notamment pour celle du temps, c'est que donc pour l'objet là qui est S', qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, il y a un coefficient donc, qui s'appelle bêta, qui est le rapport entre la vitesse et celle de la vitesse de la lumière, et on utilise ce coefficient dans un coefficient qui s'appelle gamma, donc qui est 1 sur racine de 1 moins bêta carré, donc bêta qui est V sur C. Et donc pour deux points A et B, donc on a un point, supposons, du plan, le départ et de l'arrivée, donc le temps dans le référentiel qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière est calculé par t égale gamma fois t'. Et donc c'est cette formule qu'on va utiliser. En effet, donc on la pose ici, t égale gamma fois t'. Gamma, on va le calculer après, donc déjà on sait que t', c'est 3/5 de la vitesse de la lumière, comme c'est dit dans l'énoncé, 3/5. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on divise t partout, vu qu'on est passé de t', donc t' qui était la nouvelle vitesse, à t qui est l'ancienne vitesse, quoi, la vitesse sur Terre. Ouais, c'est ça. Donc on divise par t, donc on obtient 1, c'est gamma fois 3/5 de t, et donc on obtient donc gamma, c'est 5/3. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer la formule pour retrouver v, donc V qui est la vitesse, donc on sait que gamma c'est 1 moins sur 1 moins bêta carré, donc on sait que gamma c'est 5/3, donc 5/3 c'est 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe tout au carré pour dégager la racine, donc on obtient 25 neuvième, donc ça fait 1 carré vu qu'on a mis au carré, la racine carrée qu'on a passé au carré, donc ça fait 1 moins bêta carré. On inverse le tout pour passer le 1 moins bêta carré au-dessus, donc ça fait 9 sur 25 égale 1 moins bêta carré divisé par 1 du coup. Le diviser par 1, on peut l'enlever. Ensuite, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le 1 de l'autre côté. Donc ça fait que 1 moins 9 sur 25 égale à bêta carré. Sachant qu'on a multiplié tout par moins 1, puisqu'on a un moins bêta, et qu'on a passé le 1 de l'autre côté, donc ça faisait 9/25 moins 1 égale moins bêta. On multiplie tout par moins 1, on obtient ça. Ensuite, ce qu'on fait, du coup, voilà, on a bêta carré, donc on va simplifier, enfin, on va regrouper, on va simplifier le calcul 1 moins 9/25, donc 1 moins 9/25, ça fait 16/25, et lorsqu'on fait la racine carrée de 16/25, on obtient 4/5. Ensuite, on sait que bêta, c'est V sur C, donc on sait que V sur C est égal à 4/5, donc V c'est 4/5 fois C, et donc V, c'est du coup 4/5 fois 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui fait 2,8 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, donc la question 2 nous demandait, on considère une particule en mouvement dans un accélérateur ayant une quantité de mouvement relativiste, donc le terme relativiste est très important, initiale P0 et une vitesse V0. Et donc lorsque sa vitesse doublée B' c'est 2V0, la quantité de mouvement relativiste, encore une fois relativiste, de cette particule quadruple. Donc P' égale 4P0, et utiliser le rapport P' sur P0 pour trouver sa vitesse initiale. Donc là, on serait tenté au prime abord de dire P égale M fois V. Comme vous savez, c'est la formule de la quantité de mouvement, puisque dans la mécanique newtonienne, donc on a un principe de conservation qui nous dit que P est égal à M fois V. Mais en fait là, le terme relativiste nous dit qu'on n'est pas dans une physique classique, on est dans une physique qui est relativiste et donc qui utilise la dilatation du temps et aussi des positions. Et donc on doit recalculer donc les coordonnées de Lorentz, et donc là pareil, on va les recalculer, donc puisqu'on n'est plus dans la relativité classique, on est dans la relativité restreinte. Car en effet, il y a eu une expérience pour prouver que la masse changeait, parce qu'en fait ici, ce qui change, c'est la masse d'un objet. Puisque on a étudié donc le mouvement d'un électron, donc c'est un électron dépend de Q d'un champ électrique B d'une variable R de sa masse et de sa vitesse, donc Q, B et R sont fixes, ils ne varient pas, et on s'attend en fait à ce que M ne varie pas. Et puis donc si tous les termes ne variaient pas, alors c'est qu'ils sont constants. Or la courbe montre que plus la vitesse V des électrons était proche de celle de la vitesse de la lumière, alors le calcul donc QBR sur MV varie. Et donc comme on sait que QBR sont fixes, ça veut dire que c'est M qui a varié. Et donc encore une fois, dans la coordonnée de Lorentz, quand un objet se déplace à une vitesse de la lumière, il y a non seulement sa position, du coup sa vitesse qui est différente, mais il y a aussi sa masse. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la formule, m, du coup, la nouvelle vitesse, c'est gamma fois m0. Donc avec gamma, je rappelle, qui est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c. Donc là où dans l'exercice d'avant, c'était le temps qui était dilaté, donc avec un temps dans l'espace qui était 3/5 proche de la vitesse de la lumière, là on a une masse qui est différente, donc on fait m égale gamma fois m0. Et donc c'est cette nouvelle formule qu'on va appliquer. Donc on sait que d'une part, on a donc à l'état initial, p0, qui vaut gamma 0 fois m fois v.
P, donc ce n'est plus juste mv, c'est gamma 0, donc fois m fois v. Donc ça, c'est l'état initial. Et on sait qu'à l'état final, on a P', qui est gamma prime fois m fois v', puisque les deux mouvements sont dans une quantité de mouvement relativiste. Donc c'est pour ça qu'on a gamma à chaque fois. Ensuite, on va simplifier en fait ces deux équations. On sait que P' c'est 4 fois P0, donc ça nous permet d'exprimer P' en fonction de P0, et on sait que V' c'est 2 fois V0, puis on sait que la masse ne change pas. Donc en fait ce qui change c'est le gamma. Du coup l'équation 1 devient 4 fois P0 égale gamma fois m, c'est gamma prime d'ailleurs, j'ai oublié le petit prime, donc c'est gamma prime fois m fois 2V, parce que V' c'est 2V et que P' c'est 4P0. On obtient donc cette équation. Maintenant ce qu'on va faire donc c'est, comme ils disent, utiliser le rapport P' sur P0. P', cette fonction-là, nous dit que P' c'est gamma prime fois m fois V', et que P0 c'est gamma 0 fois m fois 0. Et donc là, comme je vous ai dit, P', on sait que c'est 4 fois P0, donc P' c'est 4P0 sur P0, et du coup gamma prime et gamma on les laisse, m on laisse, et V' c'est 2 fois V0 sur V0. Ensuite, on peut diviser par P0, donc on peut diviser par m, on peut aussi diviser par V0, donc on a donc 4 qui vaut gamma prime fois 2 au numérateur. 4 égale gamma prime fois 2 divisé par gamma 0. Gamma prime et gamma 0, maintenant, on va les appliquer. Donc gamma prime, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Donc là, c'est gamma prime, du coup, c'est la nouvelle vitesse qui est v prime. Le fois 2, il reste. Et gamma 0, c'est 1 sur racine de 1 moins v0 au carré sur c carré. Ensuite, là, vous voyez, c'est lourd comme expression. Il y a un 1 divisé par racine de quelque chose. Et là encore, il y a 1 divisé par racine de quelque chose. Ce qu'on va appliquer, c'est une transformation qui est mathématique, en fait, et qui est assez logique. Parce qu'on sait que quand on a 1 divisé par 1 sur x, ça fait x. Parce que l'expression là, qui est au dénominateur, on peut l'inverser en fait. On divise deux fois par quelque chose, donc c'est comme si on revenait à multiplier. Et comme quand on fait donc 1 sur x divisé par 1, vous êtes d'accord que ça fait 1 sur x. Et donc c'est pour ça que là, le 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, ce 1 sur racine de 1 moins v prime carré sur c carré, on peut le passer au dénominateur, donc on peut le passer en bas, donc il est là. Et ce 1 sur racine de 1 moins v0 carré sur c carré, on le passe au numérateur, donc ça fait qu'on a au-dessus le 2 qui reste, 2 fois racine de 1 moins V0 au carré sur C carré. Donc là, on a une nouvelle expression. Maintenant, cette expression, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà des racines, les racines c'est lourd. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le 2. Le 2 qui est là, deux fois, on va le diviser partout. Donc ça fait qu'on a 4 demi. Et ensuite, comme on a des racines, on va passer toute l'équation au carré. Du coup, ça fait qu'on a 4 demi au carré. Les racines carrées elles vont dégager. Donc ça fait 4 demi au carré égale 1 moins V0 au carré sur C carré sur 1 moins 2V0 au carré sur C carré. Puisque je rappelle, V', c'est 2V0. Donc là, on a juste remplacé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 là. 4 demi, d'accord, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Ensuite là, on a 1 moins P0 au carré divisé par C carré. Ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie partout par C carré. Comme ça, ça nous simplifie encore plus l'équation. Vu que là, on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par C carré. Donc ça fait qu'on a C carré moins V0 carré divisé par C carré moins donc 4 V0 au carré. Le 4 qui est juste le 2 qu'on a mis au carré, quoi. Et donc le C carré qui passe au numérateur. Donc ça fait cette équation-là. Ensuite, ce qu'il suffit, c'est juste de multiplier le 4 par c carré moins 4v0 carré. Donc on a tout multiplié par c carré moins 4v0 carré pour le faire passer de l'autre côté. Donc ça fait qu'on a 4 fois c carré, moins 4 fois 4 fois v0 carré, donc ça fait moins 16v0 carré. Ensuite, donc ça fait c carré moins v0 carré, c'est ce qu'il y a ici, quoi. Et donc ça, là ce qu'on fait, c'est qu'on passe tous les c carrés d'un côté et tous les v0 carrés de l'autre côté. Donc ça fait qu'on a 3 fois c carré égale 15 v0 carré, vu que là on a fait 4 moins 1 moins c carré, vu que le c carré on l'a passé de l'autre côté, donc ça fait 3. Et là on a moins 16 v0 carré qu'on a passé de l'autre côté, donc ça fait 15 v0 carré. Ensuite nous ce qu'on veut c'est v0 carré, donc on fait v0 carré, on divise la partie à gauche par 15, donc ça fait 3 fois c carré divisé par 15, donc ça fait que v0 carré c'est 3 divisé par 15 fois c carré. Ensuite, il suffit de faire la racine carrée de tout ça, donc de cette nouvelle équation, donc ça fait V0 qui est égal à racine de 3 quinzièmes sur c carré. Déjà, on sait que 3 quinzièmes, ça fait 1 cinquième, quoi, et donc ça fait qu'on a racine de 5. Et donc lorsqu'on applique ça, ça fait 1,34 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui est assez logique, vu qu'on a une vitesse qui est inférieure à celle de la vitesse de la lumière. Et donc c'est grâce à cette nouvelle équation que c'est grâce à la transformation au rapport entre P' et P0 qu'on a pu obtenir cette nouvelle équation. Ensuite, donc pour l'exercice 3, ils nous disent on a un rayon X d'un photon incident qui a une énergie de 0,7 mégaélectronvolts. Donc tout d'abord, ils nous demandent de calculer la longueur d'onde du photon incident. Alors dans le chapitre 4 du cours, il y a la formule qui est assez importante, qui dit que lambda c'est hc sur e, où e égale hc sur lambda, c'est pareil. Et donc là, il suffit d'appliquer. Alors on a h c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde, les unités sont très importantes. Donc là on a des joules par seconde, là on a des mètres par seconde, donc c c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière, qu'il faut aussi connaître, et e est en électronvolts.
Du coup, d'une part, on a H qui est joule seconde, et E est en électronvolts. Du coup, déjà, on a 0,7, donc la valeur en électronvolts. On multiplie par 10 puissance 6, car on est en méga électronvolts. Donc on passe de méga électronvolts à électronvolts. Et ensuite, il faut se rappeler que là, il est écrit que la charge d'un électron, c'est 1 fois 10 puissance 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et c'est aussi là, donc 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc en fait, ce rapport-là, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules égale 1 électronvolt, nous permet de passer de électronvolt à joule. Donc c'est pour ça que en multipliant par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, on obtient enfin un résultat. On a des joules au dénominateur, on a des joules au numérateur, ça s'annule. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, on a un lambda qui est en mètres. Et donc c'est très important de bien penser à faire fois 10 puissance 6 et fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et donc cette formule vient de l'effet Compton qui dit que un photon est comme une particule qui a une énergie de E égale h mu où c'est hc sur lambda. Ensuite, pour la question B, on nous dit que ce rayon X de photon incident rentre en choc avec un électron au repos. Et sous l'effet Compton, le photon a été diffracté sous un angle de 60 degrés. Et donc il nous demande de calculer la longueur d'onde finale du photon. Là, on va appliquer la formule lambda f moins lambda i, c'est h sur m fois c, fois 1 moins cos θ. Donc là, il suffit d'appliquer lambda f moins lambda i, donc ça fait h mc fois 1 moins cos, donc l'angle c'est 60. Ensuite, on va appliquer donc cette formule-là. H, comme je vous l'ai dit, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Ensuite, la masse d'un électron, c'est 0,51 mégaélectronvolts par c carré. Mégaélectronvolts par c carré, et on multiplie ça par c. Et on a aussi fois 1,5, parce que 1 moins cos de 60 degrés, ça fait 1,5. Et donc là, on va passer déjà, on peut se dire, ok, c'est fini. Mais non, parce que, encore une fois, il y a des électronvolts. Il faut garder les bonnes unités. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est déjà passer de mégaélectronvolts à électronvolts, donc en faisant fois 10 puissance 6. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on a des électronvolts divisés par C. Et donc là, comme je vous ai dit, on divise deux fois. Donc là, c'est 1 sur, comme si on avait 1 sur C. Donc le C, on peut le passer au numérateur. Donc ça fait qu'on a 6,62 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8, donc qui est des mètres par seconde. Et on divise ça ensuite par 0,51 fois 10 puissance 6 fois, donc électronvolts on passe en joules, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc en fait ici on a juste passé le C qui était au dénominateur, on l'a passé au numérateur. Et donc en gardant bien le 0,5. Et donc lorsqu'on applique ce calcul, on obtient 1,2 fois 10 puissance moins 12, donc c'est une différence, ça n'a pas d'unité. Et donc lambda f moins lambda i, donc on sait que ça fait 1,2 fois 10 puissance moins 12, et donc lambda f devient 1,2 fois 10 puissance moins 12 plus lambda i, et donc lambda f c'est 1,2 fois 10 puissance moins 12 plus les 1,77 fois 10 puissance moins 12 mètres qu'on a calculé au-dessus, et donc ça fait qu'on a 2,97 fois 10 puissance moins 12. J'ai oublié les unités. Ensuite, du coup, là, on a une longueur d'onde initiale et une longueur d'onde finale. Maintenant, il nous demande de donner l'énergie de la valeur finale, sachant qu'on a donc le lambda f, et qu'on sait que la formule c'est E égale hc sur lambda. En se rappelant des deux exercices précédents, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les valeurs qu'on va appliquer du coup? Oui, alors du coup, on ferait 6,62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 2,97 10 moins 12. C'est ça, et donc c'est bien ce calcul-là. Et donc lorsqu'on applique, on obtient bien donc 6,82 fois 10 puissance moins 14 joules, puisque l'énergie est en joules. Donc ensuite, l'énergie d'un photon, c'est plutôt en électronvolts. Parce que quand on a des moins 14 joules, c'est pas très pratique quoi. Et en plus, ça nous permet d'obtenir une même valeur que l'énergie incidente qui était en électronvolts. Du coup, c'est pour ça que là, comme je vous ai dit que 1 électronvolt, c'était 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, il suffit, quand on a des joules, de diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19 pour trouver un résultat en électronvolts. Pas d'électronvolts, c'est des mégaélectronvolts, j'ai oublié, parce que ça fait environ 40 000, je crois, à peu près. Et donc, ils nous disent, calculer l'énergie reçue par l'électron, on négligera l'énergie de l'électron au repos. Donc là, en fait, on nous dit qu'on a un électron donc qui a une énergie finale de 0,4 mégaélectronvolts. Et on sait que son énergie, d'ailleurs là c'est son énergie initiale, je me suis trompé, j'ai oublié, c'est initial là, 0,7. Ouais c'est ça, c'est initial de 0,7. Et donc on sait que l'énergie reçue, au début il est à 0,7, puis il est passé à 0,4, on sait qu'il a reçu une énergie de 0,3 électronvolts. Ensuite c'est la question 4. Là on nous dit que on a une feuille mince de cuivre qui est illuminée avec une lumière ultraviolette. Donc on a du cuivre, et elle reçoit donc une énergie. Donc cette énergie a une longueur d'onde de 360 nanomètres, et on nous dit que donc le travail d'extraction du cuivre est de 0,9 électronvolts. Donc l'énergie d'extraction, en fait, c'est quand on a une plaque de cuivre et que on veut enlever un électron, et donc il faut une certaine énergie. Et donc ils nous disent justement donner en électronvolts l'énergie de la lumière ultraviolette incidente. Donc là, en se rappelant les trois premiers exercices,
Donc la formule utilisée, c'est encore une fois E est égal à hc sur lambda, comme ce qu'on a utilisé partout. Du coup, bah, E c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34, donc ça c'est h, fois c 3 fois 10 puissance 8, et on divise par lambda, donc 360 nanomètres, donc 360 fois 10 puissance moins 9, ce qui fait donc 5,51 fois 10 puissance moins 19 joules. Et bah ensuite, on se dit quel est le calcul pour passer en électronvolts, car encore une fois, on a un travail ici qui est en 0,9 électronvolts, donc on veut repasser en électronvolts. Donc la formule qu'on va Divisé utiliser... par 1,6 fois 10. Ouais, bah c'est ça, Pardon. ouais, ouais t'inquiète, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, c'est bien ça. Et donc bah ça fait 3,44 électronvolts. Maintenant, peut-on avoir l'effet photoélectrique sur le cuivre? Alors l'effet photoélectrique en fait se représente comme ça. Donc on a une plaque de métal, là qui est du cuivre. Ensuite on a une lumière incidente, et cette lumière va donner une énergie au métal, et en fait du coup le métal aura tellement d'énergie qu'il va être obligé de jeter un électron. Et donc c'est ça cet effet photoélectrique. Et donc là on nous dit que le travail d'extraction du cuivre est de 0,9 électronvolts. Donc c'est l'énergie pour qu'il jette l'électron. Et qu'il reçoit une énergie de 3,44 électronvolts. Bon, on voit bien que 3,44 c'est supérieur à 0,9. Donc ce qui montre bien qu'on peut avoir un effet photoélectrique. Et donc ensuite la question C nous demande trouver l'énergie cinétique de l'électron. Donc là en fait c'est pareil. L'électron il est dans le métal. Il va recevoir une énergie. Donc une énergie va se transformer, va être dissipée en fait dans le métal. Donc c'est l'énergie d'extraction du métal. C'est l'énergie que le métal va prendre. Et une autre part d'énergie qui est l'énergie cinétique. Donc en fait ça va être l'énergie que l'électron va avoir puisqu'il aura une énergie, une vitesse par exemple. Donc cette vitesse fait partie de son énergie électrique. Et donc c'est pour ça qu'on a une partie de l'énergie qui est absorbée par la plaque, et l'autre partie, donc qui sert à envoyer l'électron, et l'autre partie c'est l'énergie de l'électron. Du coup, bah, on peut assez facilement représenter le calcul. L'énergie incidente, donc c'est l'énergie du photon, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie d'extraction. Donc l'énergie d'extraction c'est l'énergie de la plaque, et l'énergie cinétique c'est l'énergie du photon. Et donc bah, l'énergie cinétique c'est énergie d'extraction moins énergie incidente. Du coup bah ça fait 0,44 moins 0,9, ce qui fait environ 2,5. Je vais le mettre d'ailleurs, hop, voilà, donc ça fait bien 2,5 électronvolts. Donc ça c'est son énergie d'extraction. Et bah du coup voilà, c'était ça le rattrapage. Donc bah voilà, le cours est fini, hein. C'était un peu rapide, enfin tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bah, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le chat. Ouais, donc j'ai une petite question par rapport à l'exercice 3B. C'était comment on retrouve MI, M, j'ai pas trop compris. Du coup, bah, le calcul, on sait que c'est lambda F moins lambda I, c'est H M fois C sur 1 moins cos 60. Donc H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules. Joules seconde, d'ailleurs, c'est écrit là. Je vais mettre joules seconde. Donc on a des joules secondes en haut. En fait, dans un calcul, le but c'est bah, de garder les unités en fait. Donc là, nous, le résultat, lambda F moins lambda I est en mètres. Et donc on veut que ça soit en mètres. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a des 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde, et on a 0,51, donc qui est la masse, sauf que là on a des méga électronvolts divisés par C carré, et on multiplie ça par C. Du coup, bah 0,51 méga électronvolts, déjà on fait fois 10 puissance 6, ce qui fait des électronvolts divisé par C, donc ça reste toujours des joules secondes. Donc là t'es d'accord, hein, on a juste fait fois 10 puissance 6 pour passer de méga à E classique. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est que là on a quelque chose, on a des électronvolts divisés par C. Donc en fait on va tout diviser par C, pas par C carré, par C dans tout le calcul. Donc on va diviser, non on va multiplier, il faut donc multiplier. Donc du coup pour supprimer le C en fait qui est en bas, c'est pour ça qu'on multiplie. Et donc ça fait que en haut on a 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. On a des mètres par seconde. Du coup bah les joules vont rester. Les secondes, les fois secondes et les mètres et les par seconde vont dégager. Et les joules, du coup, bah, donc là, le C, c'est bon. Sauf qu'on a toujours des électronvolts. Et c'est pour ça qu'on fait fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 pour passer en joules. Donc ce qui est là. Et 1,6 fois 10 puissance moins 19 pour passer de électronvolts à joules. Du coup, ça fait qu'on a des joules en haut, des joules en bas, ils s'annulent. Des secondes ici, des par seconde ici, elles s'annulent. Il reste que des mètres. Donc c'est pour ça que le final, c'est que le résultat, c'est 1,2 fois 10 puissance moins 12 mètres. Et donc en fait, cette formule, c'est utilisé donc lorsqu'un électron change d'état, en fait, il va changer de longueur d'onde aussi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, il faut bien penser à faire tout ce calcul. Est-ce que vous avez une autre question, ou est-ce que c'est... Bah en fait, ce calcul à chaque fois qu'on fait pour passer d'électronvolts à joules et tout ça, bah c'est tout le temps en fait ce calcul qui va être fait à chaque exercice. Donc en fait, c'est un peu la difficulté de la formule E est égal à H, enfin lambda est égal à HC sur E.